Et donc là, on a la partie 2 où ça va parler de Epstein, de Pete Hegseth et de son groupe Signal qui a leak absolument partout dans la presse, de la vengeance Charlie Kirk, et cetera. Donc là, on arrive sur la partie sur la radicalisation. Donc là, on a eu la première partie qui était l'installation au pouvoir, de la Maison Blanche de Trump, avec les débuts des politiques de déportation massive, les politiques de tarification douanière, et cetera. Et là, on entre dans les éléments les plus récents de la fascisation, donc à partir, en fait, de l'été, quoi, globalement. Là, on est en novembre 2025. Le jour où j'ai rencontré Wells à la Maison Blanche a marqué un tournant pour Trump. Les électeurs allaient choisir les gouverneurs du New Jersey et de Virginie, ainsi qu'un nouveau maire à New York. Il se prononçait également sur la proposition 50, la proposition du gouverneur de Californie Gavin Newsom, visant à contrer un découpage électoral républicain flagrant au Texas. Ensemble, ces scrutins constituaient un référendum sur la seconde présidence de Trump. Pendant le déjeuner dans son bureau d'angle de l'aile ouest, Wells a raconté sa matinée. Accompagnant Trump de la résidence présidentielle au bureau ovale, elle lui avait fait part de ses prédictions électorales. Je suis dans une situation délicate car il me prend pour une voyante. Wells pensait que les républicains avaient une chance de faire élire le gouverneur du New Jersey, mais elle savait que la soirée serait difficile. Ce fut un désastre pour les républicains, oui, globalement, Trump s'est fait battre absolument partout, ils ont fait adopter la proposition 50, donc voilà. Face à l'inquiétude des électeurs concernant le coût de la vie, Wells m'a confié qu'elle pensait que Trump devait davantage s'intéresser aux problèmes du quotidien plutôt qu'aux affaires internationales. Il faudrait probablement qu'il parle plus de l'économie nationale et moins de l'Arabie Saoudite, a-t-elle déclaré. Ils sont favorables à la paix dans le monde, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été élu. Ah, genre les électeurs, ils veulent bien de la paix, mais c'est pas pour ça que Trump a été élu, quoi. Mais ça, j'ai l'impression que la folie des grandeurs des présidents, notamment deuxième mandat, ça les fait plus bander et ils veulent agir à l'international. Oui, totalement. C'est le cliché, c'est que comme tu peux pas te faire réélire une nouvelle fois, Bah du coup, tu laisses ta trace à l'international et t'imprimes ta marque. Voilà, c'est vraiment typique quand tu fais des mandats, quoi. Donc la Caroline Leavitt, C'est la porte-parole. porte-parole, oui, c'est ça. La porte-parole combative gère les questions de la presse avec la subtilité d'un Rottweiler. Wells l'appelle une communicante extrêmement bonne, autant que le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani. Wells donc, la considère comme une aussi bonne communicante que Zoran Mamdani. Le président s'en fiche si t'es un homme ou si t'es une femme, dit Leavitt. Il veut juste que tu sois bon à ton travail. Comment est-ce qu'elle anticipe les nouvelles questions, la masse de nouvelles questions sur les dossiers Epstein qui vont arriver bientôt? C'est plutôt clair qu'il veut qu'on soit agressivement offensif à ce sujet-là. Donc globalement, voilà, c'est la communicante, c'est une petite jeune de 28 ans. Mais déjà, on peut s'arrêter sur cette photo. Il y a les petites traces. En plus, ce qui est fou, c'est que tu as les traces récentes d'injection qui sont déjà encore rouges et tu as aussi les croûtes des injections précédentes. Donc rappelle que le maquillage a été géré par sa styliste personnelle, donc c'est pas la faute du photographe. Elle est comme ça. Genre, pourquoi le nez il est orange comme ça? Mais surtout, pourquoi elle est aussi ridée? Oui, elle a la peau sèche. Même toi, Bah, t'as toi- pas la peau ridée comme ça. Toi, à Mais part les rides de la méchanceté, là, Oui, mais c'est pas pareil d'avoir une ride de la méchanceté et d'avoir des crevasses et des crevasses. En fait, là, c'est vraiment tous les pores qui sont asséchés, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment. Ou alors, c'est qu'ils respirent je sais pas, l'air vicié de la Maison Blanche qui te fait vieillir, quoi. Les ouais, couleurs ils qui disent sont que c'est la appliquées théorie sur bizarrement. du fond de teint sans poudre mal mis, apparemment. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en gros, le maquillage est nul à chier, quoi. T'as du bleu à l'intérieur, t'as l'impression elle a pris un cocard à l'intérieur des yeux, là. Tu vois que le maquilleur ou la maquilleuse a voulu faire une espèce de cut crise, mais en fait, t'as juste l'impression qu'elle s'est pris une tarte dans les yeux, quoi. Là, les sourcils. Après, les cils sont réussis, pour donner un point. Le mascara est bien fait. Elle a des beaux yeux bleus, mais le reste, c'est. Bref. Moi, je trouve que c'est vraiment la représentation parfaite de ce que le fascisme fait à ta jeunesse, quoi. Les injections n'ont pas marché, mais en fait, je pense que elle s'est fait les injections soit le matin même, soit la veille, pour être fraîche pour son photoshoot. Oui, parce que Parce elle, qu'elles sont fraîches. dans son monde, Dans son Le monde- botox n'a pas eu le temps de se développer. et même dans son monde, le photographe de la Maison Blanche Photoshop ça. Donc, non loin de là où nous étions assis, il y avait un trou béant à l'emplacement de l'aile Est quelques jours auparavant. Je l'ai interrogé sur les vives critiques qui avaient suivi sa Oui, les gens, démolition. elle a 28 ans, c'est ça la Oui, elle a dinguerie. 28 ans. Elle a 28 ans. Pour les gens qui n'étaient pas là, la photo que vous voyez, elle a 28 ans. 28 ans de prison. Bref, donc, je l'ai interrogé sur les vives critiques qui avaient suivi sa démolition pour faire place à la salle de bal de 8360 mètres carrés de Trump. Cela vous a-t-il surprise? Non, répondit Wiles. Oh non, et je pense que vous devrez le juger dans son ensemble, car vous ne connaissez qu'une petite partie de ce qu'il prévoit. Insinuait-elle que Trump prévoyait d'autres rénovations encore non divulguées? Je ne le dirai pas. Parce qu'en gros, les gens, et je t'explique Raz, il y a une théorie du complot. Donc Trump, il a démoli l'entièreté de l'aile Est de la Maison Blanche pour faire une salle de bal. En fait, t'as plein de théories du complot autour de ça, parce que c'est genre, en gros, il a eu un premier architecte
vite, qui a claqué sa démission et était en mode genre c'est impossible ce qu'il me demande de faire. Il l'a remplacé par l'architecte qui avait rénové le Pentagone après les attaques du 11 septembre. Du coup, t'as plein de théories du complot en mode est-ce qu'il veut faire un data center comme il y a en Israël? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il tient autant à cette putain de salle de bal qui est infaisable? Et du coup, en fait, c'est là que c'est ce que j'expliquais au début du live. T'as le Trump de Schrödinger. Mais en fait, c'est ce que t'as sur toute la. C'est pour ça que je trouve ces articles intéressants, c'est que toute son administration, c'est est-ce que c'est des génies du mal ou est-ce que c'est des bozos? Est-ce que Trump est vraiment un vieillard sénile complètement cacochime qui a besoin de sa salle de bal pour impressionner le monde? Ou est-ce que c'est un génie du mal qui a un plan caché derrière sa salle de bal? Et ça, c'est vraiment le truc qui transperce, enfin qui Ça peut être transparaît un dans peu les toutes les. deux. Ça peut être un peu des deux. Et en vrai, c'est un peu des deux. 2 juin 2024, les dossiers Epstein. Pour nombre de partisans de Trump, l'idée que le gouvernement américain soit depuis longtemps dirigé par une cabale d'élite pédophile est un dogme. Moins complotiste, mais tout aussi sérieux, d'autres se demandent si des politiciens et des personnalités influents ont participé au trafic sexuel de jeunes femmes orchestré par Jeffrey Epstein ou en ont eu connaissance depuis son luxueux hôtel particulier de Manhattan jusqu'à ses îles privées des Caraïbes. Mais le plus critique pour les partisans de Trump est sans doute le fait qu'il se soit dit prêt à publier les documents sans jamais le faire. Au moment de la publication de cet article, les éléments du dossier Epstein présentés par le grand jury devraient être rendus publics en décembre. Et là, ça commence à sortir, t'as des photos, toutes les photos qui sont sorties sur Twitter, etc. Wells m'a confié avoir sous-estimé l'ampleur du scandale. Qu'il ait été un agent de la CIA, un agent du Mossad, ou que tous ces hommes riches et imposants soient allés sur cette île maudite et aient commis des actes impardonnables sur des jeunes filles, a-t-elle déclaré, je m'en doutais un peu, mais je n'y ai jamais prêté la moindre attention. T'es vraiment en mode, attends quoi? Que ce soit un agent de la CIA ou du Mossad qui l'ait fait, hop, je m'en doutais, mais bon, voilà, on s'en fiche un peu quoi. En février, Bondi, donc qui est la procureure générale, a remis des classeurs intitulés Les dossiers Epstein phase 1 à un groupe d'influenceurs conservateurs des réseaux sociaux en visite à la Maison-Blanche, parmi lesquels Liz Wheeler, Jessica Red Cross, Rogan O'Hanley et Shaya Raichik, qui est donc la meuf de Libs of TikTok. Ces classeurs ne contenaient que des informations obsolètes. Donc en gros, ils ont un peu stage un truc, ils ont invité plein d'influenceurs d'extrême droite à la Maison-Blanche en mode regardez, on vous confie la première phase de release des dossiers Epstein. Et en fait, ils leur ont filé des trucs qui étaient déjà sortis, un peu en mode allez, c'est bon, vous avez votre petit truc, maintenant cassez-vous. Tu vois. Je pense qu'elle a complètement sous-estimé le fait que ce groupe était précisément celui qui était visé et qui se souciait de cette affaire, a déclaré Wells à propos de Mondi. Parce qu'en fait, c'était vraiment. Genre, eux, ils étaient en mode, mais elle se fout de notre gueule. Genre, en mode, genre, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous essayez de cacher, tu vois? Genre, on pensait que vous étiez de notre côté là-dessus. Parce que eux, c'est vraiment les plus vénères dans le truc. Shaya Raichik, c'est celle qui est au cœur Oui, des c'est trucs tout le truc anti-trans. pédosataniste. Ouais, c'est ça. Ah, mais les trucs dissolution Pizzagate. morale, Ouais, etc., ouais, quoi. c'est ça. D'abord, elle leur a doté des classeurs vides. Ensuite, elle a prétendu que la liste des témoins ou la liste des clients se trouvait sur son bureau. Or, cette liste n'existe pas. Et elle n'était certainement pas sur son bureau. Comme l'a rapporté Noah Schachtman dans Vanity Fair, des dizaines et des dizaines d'agents du FBI et du bureau de New York ont été chargés d'examiner minutieusement les dossiers Epstein. De nombreux observateurs ont supposé qu'ils recherchaient, et éventuellement caviardaient, le nom de Trump. Je ne sais pas combien d'agents ont passé les documents au crible, mais c'est un nombre considérable, a déclaré Wells. Ils cherchaient 25 choses, pas une seule, pardon. Attends, parce que du coup, les gens, ils sont en mode, peut-être qu'ils cherchaient le nom de Trump, et elle dit, oh non, ils cherchaient plein de trucs, vous inquiétez pas. Wells m'a confié avoir lu ce qu'elle appelle les dossiers Epstein. Et a-t-elle ajouté, Trump y figure, on le sait. Alors c'est pas une évidence pour l'administration Trump et c'était pas du tout une évidence pour leur communication, non? Et il n'y est pas impliqué dans des actes répréhensibles. Wells a précisé que Trump était dans l'avion d'Epstein, son nom est sur la liste des passagers. Ils étaient, vous savez, jeunes, célibataires, enfin bref. Quoi? Je sais que l'expression est un peu désuète, mais c'était des jeunes playboys célibataires ensemble. Pardon? Pardon? Et donc là, tu nous dis ça pour enfoncer Trump ou pour le défendre juste? Et en vrai, tu sens que dans sa tête de vieille républicaine, c'est un truc, elle dit ça pour le défendre. Je pense que c'est ça le pire. Je pense que beaucoup de gens sont un peu en mode non mais elle sait très bien ce qu'elle dit, elle fait ça pour détruire de l'intérieur l'administration Trump Non. parce qu'elle se rend compte que... Elle est mais en non. mode, il était jeune. Elle est en mode, il était jeune et fou, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Elle est en mode, boah, les hommes, ils font ça, quoi. Après, est-ce que les républicains, c'est pas un peu leur lore? De genre, les femmes républicaines, elles savent que leurs mecs riches, Bah oui. ils prennent des jets privés avec des putes. Bah bien sûr. We boys, we be boys. Oui, c'est ça. Trump a commencé à fréquenter Melania Knauss, qu'il a épousée, donc c'est Melania Trump, qu'il a épousée en 2005, vers 1998. Virginia Giuffre, la première accusatrice d'Epstein qui s'est suicidée en début d'année, a rencontré Epstein pour la première fois en 2000, alors qu'elle travaillait dans un spa à Mar-a-Lago, donc là où Trump a sa résidence. Trump et Epstein se seraient brouillés en 2004. Trump a affirmé sans preuve que Bill Clinton s'était rendu 28 fois sur l'île privée tristement célèbre d'Epstein, Little St. James. Selon Wiles, il n'existe aucune preuve de ces visites. Quant à savoir si les dossiers contenaient des éléments compromettants concernant Clinton,
personne. Le président s'est trompé sur ce point. Ça Ouf. s'est mis d'accord pour Ça pas se s'est mis, taper. ouais, ça s'est mis d'accord avec les démocrates pour dire bon, On vous laisse et on vous nous voulait, laissez. ouais, vous ne sortez pas toutes les dingueries et on vous évite vos dingueries à vous, quoi. En vrai de vrai, je pense que c'est ça, parce que en vrai, le scandale Epstein, ça touche déjà, ça date depuis Trump 1, depuis longtemps, mais ça touche aussi, ça a bien continué sous Biden. D'ailleurs, ça a été beaucoup instrumentalisé contre Biden, etc. Donc bon, bref. Des personnes qui ont vraiment compris l'importance de cette affaire sont Kash Patel et Dan Bongino, le directeur adjoint du FBI. Ah ouais, du coup, le mec qui, une fois qu'il est arrivé à la tête du FBI, il a dit il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Alors que c'est lui qui s'était fait du clown sur j'y vais, je vais tout Oui. découvrir, Oui, de fou. Le je mec, vais tout déclassifier. je crois qu'il avait un podcast de complotiste fou. Il était en mode oui, le deep state, je vais déclassifier. Une fois qu'il est devenu chef du FBI, il a dit non, mais en fait, il n'y a rien. Circulé. Mais du coup, est-ce que une fois que t'arrives et qu'il y a quelqu'un qui t'explique, mais t'es le fou du but dans ton podcast, mais si tu fais ça, ça implique ça, 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 est-ce que même un droitard dégène se dit pas Bah oui, ah, bah oui. en fait, je suis vraiment en responsabilité. Et en fait, si je sors des secrets sur la popote Bah oui. du FBI, je suis le fou du bus, en fait. Bah Genre, oui, oui. est-ce que ça crée pas de la responsabilité, même chez un mec comme ça, tu vois? Bah, je pense, en vrai. Donc, les personnes qui ont vraiment compris l'importance sont Kash Patel et Bongino, parce qu'ils vivaient dans ce milieu. Et le vice-président, qui est un adepte des théories du complot depuis 10 ans, pendant des années, Kash a répété il faut publier les dossiers, il faut publier les dossiers. Il le disait en se basant sur une interprétation de ce qu'il pensait trouver dans ces dossiers. Une interprétation qui s'avère erronée. Donc, elle est vraiment en mode non, mais il y avait vraiment rien. C'était vraiment un fou du bus complotiste, mais quand il a vraiment vu les dossiers, il a compris qu'il s'était trompé. Oui, alors qu'il a vu que c'était pas trompé, mais il s'est pris des coups de pression de quelqu'un qui est au pouvoir, quoi. En juillet, Todd Blanche, procureur général adjoint et ancien avocat de Trump, s'est rendu au tribunal de Tallahassee en Floride pour interroger Ghislaine Maxwell, collaboratrice de longue date d'Epstein. Elle a rien balancé pour l'instant. Elle n'a pas encore balancé, justement. Ils sont un peu en panique de ce que Maxwell pourrait balancer. Collaboratrice, c'est sa femme, bah c'était les deux, hein. Bah, c'était sa partner in crime, Oui, c'est littéralement. ça. C'était sa rabatteuse. Ouais. Elle a rien balancé, elle a eu un deal, là elle est dans une prison turbo chill, mieux qu'une résidence pour vieux. Oui, du coup, oui. Ils l'ont bien mise, ils l'ont mise bien, comme ça ils étaient sûrs de son silence, quoi. Condamnée pour trafic sexuel en 2021, elle a écopé de 20 ans de prison. Ce n'est pas courant, n'est-ce pas? Ai-je demandé à Wiles d'envoyer le numéro 2 du ministère de la Justice et ancien avocat de la défense du président interroger une trafiquante sexuelle condamnée. Selon Wiles, c'était sa suggestion. À elle? Genre c'est Wiles qui a suggéré ça. Wiles a déclaré que ni elle ni Trump n'avaient été consultés au sujet du transfert de Maxwell dans un établissement moins restrictif après la visite de Blanche. Ah ben bien sûr, comme par hasard, l'ancien avocat de Trump, il a rendu visite à Maxwell, juste après elle a été transférée dans un truc un peu plus chill, mais rien à voir avec la visite de l'ancien président Trump qui est désormais procureur général adjoint, bien sûr. Le président était furieux, a affirmé Wiles. Il était très mécontent. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont transféré, le président non plus. Mais a-t-elle ajouté, si c'est important, je peux me renseigner. Au moment de la publication, Wiles a indiqué qu'elle n'avait toujours pas trouvé d'informations. Qu'en est-il de la carte d'anniversaire ornée d'un dessin de jeune femme nue qui, selon le Wall Street Journal, portait le nom de Trump et a été envoyée à Epstein pour son 50e anniversaire? Cette lettre n'est pas de lui, a déclaré Wiles. Rien ne me paraît crédible, ni à moi, ni à ceux qui connaissent le président depuis bien plus longtemps que moi. Je ne peux pas expliquer la position du Wall Street Journal, mais nous allons obtenir des éléments de preuve puisque nous les avons poursuivis en justice. Nous allons donc découvrir la vérité. Les avocats de Trump ont intenté une action en diffamation de 20 milliards de dollars contre Dow Jones Company, éditeur du Wall Street Journal, action que les défendeurs ont demandé à un juge fédéral de Floride de rejeter. Le président devra-t-il donc se soumettre à une déposition dans le cadre de cette procédure? Enfin, s'il y était obligé, a-t-elle dit. Le scandale Epstein représente une grave menace politique pour Trump et l'avenir du parti républicain. Les personnes qui s'intéressent de manière excessive à Epstein, ce sont les nouveaux membres de la coalition Trump, celles auxquelles je pense constamment, car je veux m'assurer qu'il ne s'agit pas d'électeurs de Trump, mais d'électeurs républicains. Ce sont les auditeurs de Joe Rogan, ce sont des personnes qui découvrent notre univers. Ce n'est pas la base MAGA. Ok, d'accord, elle est en mode, les gens qui forcent avec Epstein, c'est pas nos électeurs républicains, c'est pas notre base électorale, c'est en gros des gens qui forcent un petit peu trop, mais c'est pas, on s'en fiche d'eux, tu vois. Genre un peu en mode, genre c'est un peu des faux du bus. C'était bien pratique de les avoir pour être élus, mais maintenant ça nous arrange bien d'en être débarrassés parce que c'est pas notre base, quoi. Un haut responsable de la Maison Blanche a décrit l'état d'esprit d'un groupe d'électeurs aux opinions parfois contradictoires, indignés à la fois par la gestion de l'affaire Epstein par Trump et par la guerre à Gaza. Ce groupe représente jusqu'à 5% des votes et comprend les syndiqués, les auditeurs de podcasts, les jeunes hommes noirs. Ils s'intéressent à l'affaire Epstein et ce sont eux qui sont troublés par notre proximité avec Israël. C'est intéressant d'y retrouver les gens qui sont syndiqués. C'est des Trumpistes, pas des républicains. Oui, et on voit que Wiles, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, genre, elle fait partie quand même, c'est une vieille républicaine, elle a été repérée par Bush, etc., enfin voilà.
Elle est très loyale à Trump, mais elle est pas dans les délires MAGA. Elle est vraiment en mode, son but, c'est de maintenir Trump dans le mainstream républicain. C'est pour ça qu'elle tient un petit peu ces deux bouts-là, où c'est un peu plus la modérée du cabinet, parce qu'elle essaye de maintenir Trump dans le giron républicain face aux MAGA fous qui veulent radicaliser encore plus, même si en réalité, ça la dérange pas les politiques radicales, parce qu'elle est vraiment en mode, au pire, s'il faut aller dans l'extrême pour revenir à la normale, bah allons dans l'extrême pour revenir à la normale après, quoi. Le bulldog. James Blair. Waouh. Lui, c'est un de ses favoris, apparemment. Putain, magnifique photo. Hein. Putain, mais encore avec les prises, quoi. Il n'y a pas une seule photo, il n'y a pas des prises quelque part, c'est incroyable. Est-ce que c'est pas pour ramener la Maison Blanche dans un truc un peu réel? Oui, c'est ça, c'est pour enlever le décorum. Pour remontrer que, bon, bah, il y a des trucs branchés, quoi. Ouais, Je sais ouais. pas. Si, c'est ça, ouais. C'est un des chiens de la casse préférés de Wiles, Junkyard Dogs, chien de la casse littéralement. Hein. Blair dit que le génie de Trump est d'être capable de simplifier. Par exemple, n'utilise pas un mot à 10 $ quand un mot à 2 $ peut servir. Ah oui, fait pas compliqué, ouais, fait simple, ouais. Il a un vrai talent d'aller au travers du bullshit et du bordel et de rester sur le truc base. Voilà, il est vraiment en mode Trump, il parle simple, quoi. Pour la base. Pour la base. Dans l'éventualité d'une possible déroute des républicains pendant les élections de mi-mandat de 2026, Blair dit que le scandale Epstein est une des plus grosses menaces, mais il est plus inquiet de s'assurer que les personnes se sentent économiquement meilleures un an après. Parce que même si Epstein, il n'y aurait pas de problème, mais qu'ils se sentent mal vis-à-vis de l'économie, ils sont foutus quoi qu'il arrive, quoi. Genre, il est vraiment en mode, voilà, bon, Epstein, bon, ok, c'est un danger, mais le pire, c'est vraiment l'économie, quoi. Vance garde un œil sur les électeurs. Il y a Epstein, Gaza et la proximité avec Israël, a déclaré cette source de la Maison-Blanche. Si vous fouillez un peu sur Internet, vous trouverez des gens qui disent « Et si on nommait Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche ?» a ajouté la source. Tout au long de notre année d'entretien, Wiles a tenu à déconstruire ce qu'elle considère comme un mythe tenace, celui de Trump présenté comme un belliciste. Au contraire, affirme-t-elle, le président se soucie sincèrement de mettre fin aux guerres et de sauver des vies humaines. Je ne saurais trop insister sur l'importance de sa motivation actuelle. Arrêter les massacres. Ce n'était pas, je crois, sa priorité lors de son précédent mandat, a-t-elle déclaré. Non pas qu'il ait nécessairement voulu tuer des gens, mais mettre fin au massacre n'était pas sa préoccupation première. C'est désormais sa priorité absolue. Bien entendu, la sincérité de cette préoccupation ou son ambition de recevoir le prix Nobel de la paix reste sujette à débat. C'est marrant parce que ça a été présenté vraiment, et je comprends pourquoi elle a reçu le soutien de l'administration, parce que tu sais, donc du coup, il y a eu un peu le scandale, là, elle a parlé à la presse, elle a dit des dingueries et tout. Mais en vrai, de vrai, tu sais, encore une fois, le contenu de l'article, elle reste quand même très loyale à Trump, tu vois. Genre, elle est pas en mode je balance tout, c'est fini. Elle dit des trucs qui devraient pas être dits, ça c'est clair, mais pas des trucs va, ouais. qui vraiment montrent une déloyauté vis-à-vis de Trump. Je pense que c'est aussi ça Elle qui. le défend beaucoup, hein. Ouais, elle le défend de fou, ouais. 20 août 2025. Début octobre, Trump annonçait que ses émissaires avaient négocié un accord avec les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie pour mettre fin à 2 années de bain de sang à Gaza. Ce plan en 20 points, prévoyant le désarmement du Hamas et de l'administration de Gaza par une force multinationale, était loin d'être gagné d'avance. Mais le cessez-le-feu et la libération de la quasi-totalité des otages, la dépouille de l'un d'eux est encore portée disparue, bah oui, bah bonne chance pour le retrouver sous les décombres, constituait un succès considérable. Lors de son apparition triomphale à la Knesset israélienne, Trump adopta un ton belliqueux, louant Netanyahou et les forces armées israéliennes sans évoquer les victimes civiles palestiniennes. Auparavant, Trump avait salué les efforts du Bibi lors d'une autre intervention en le qualifiant de héros de guerre, une remarque en partie destinée aux Israéliens. À ce moment-là, Wiles grimaça. « Je ne suis pas sûr qu'il se rende pleinement compte, dit-elle, qu'il y a une partie du public, ici, qui n'apprécie pas du tout. » Lorsque je lui demandais à l'automne dernier quel était, selon elle, le plus grand succès de Trump en 2025, Wiles s'est montré optimiste. « Je pense que le pays commence à comprendre qu'il est fier d'être un artisan de la paix. Je crois que cela surprend des gens. Cela ne me surprend pas. Mais cela correspond pas à l'image que les gens se font de Donald Trump. Je pense que cette fameuse loi, le fameux Big Beautiful Bill, qui a financé l'ensemble du programme intérieur, est une réussite majeure. Et même si elle ne fait pas l'unanimité de ses composantes, elles sont populaires. Et cela aura un impact considérable lors des élections de mi-mandat. » Elle est vraiment en mode non, le président de la paix, on maintient cette ligne, c'est le cap. Les gens vont finir par comprendre et il faut surtout montrer qu'il est sincère. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut montrer qu'il est sincère, qu'il veut vraiment son prix Nobel de la paix. Et ça, c'est un truc, tu sais, souvent parce que quand j'en parlais, souvent le chat, il était un peu en mode ouais, mais bon, est-ce que c'est pas un peu psychologisé il veut vraiment son prix Nobel, un peu comme un chien qui veut sa récompense. Ça a l'air d'être, elle est vraiment en mode non, il y croit vraiment, quoi. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, faut que vous croyiez qu'il y croit, quoi. Lors de ma première visite à la Maison-Blanche en novembre, la campagne de représailles de Trump contre ses ennemis intérieurs battait son plein. Il en allait de même pour sa campagne meurtrière contre le président vénézuélien Nicolás Maduro, que Trump était convaincu de diriger un puissant cartel de la drogue. Est-ce qu'il en était convaincu ou pas? Au cours du déjeuner, Wiles m'a exposé la stratégie de Trump concernant le Venezuela. Ah, intéressant, le Venezuela. Il veut continuer à faire sauter des bateaux jusqu'à ce que Maduro capitule. Et des gens bien plus avisés que moi sur ce sujet affirment qu'il y parviendra.
Cette déclaration de Wiles semble contredire la position officielle de l'administration, selon laquelle ces attaques contre les bateaux visent à lutter contre le trafic de drogue et non à renverser le régime. Oh, ça c'est un point tendu, ça c'est un point sur lequel elle a un peu trop parlé et elle s'est un peu trop avancée. Parce que du coup, elle est en mode, la raison pour laquelle il attaque des bateaux en pleine mer, c'est pour faire pression sur le régime de Maduro et le pousser à capituler en mettant une pression infernale, en bombardant, enfin, globalement utiliser la population civile qui se trouve sur ces bateaux comme moyen de pression sur Maduro pour faire tomber son régime ou pour déstabiliser le régime. Alors que officiellement, l'administration de Trump dit non mais ils transportent de la drogue, ils essayent désespérément de nous prouver qu'ils transportent de la drogue, notamment du fentanyl, etc. Je vous renvoie à mon dernier best-of sur Trump, le Venezuela, etc. Où on a détaillé absolument tout ça. Là, pour le coup, elle en a trop dit. Là, pour le coup, elle a révélé un truc qui n'était pas la position officielle de l'administration, quoi. Elle contredit le discours de son propre gouvernement dans une interview. Oui, ça, c'est vraiment une dinguerie, ça. Où elle est vraiment en mode genre, oui, c'est un truc de déstabilisation. Le but, c'est de dégager Nicolas Maduro du pouvoir. Et après, il critique les rebelles yéménites. Ah bah ça. J'avais déjà interrogé Wild sur la pratique de Trump consistant à faire sauter des bateaux. Parmi les victimes figurent presque certainement des pêcheurs innocents. Ce sont des pêcheurs innocents qui, encore une fois, on en a parlé encore une fois dans mon dernier stream, mais il y a tout un bateau de pêche colombien qui s'est fait défoncer par une frappe aérienne de Trump. Et on sait que c'est des pêcheurs, c'est leur famille qui a dit oui, bah, ils sont partis pêcher, ils ont disparu, quoi. En 2016, Trump avait déclaré, non sans une certaine ironie, qu'il pourrait abattre quelqu'un sur la 5e avenue sans perdre un seul partisan. Il semblait désormais tester cette idée à l'échelle internationale. Lorsqu'un internaute sur X a dénoncé ces meurtres comme des crimes de guerre, Vance a répondu « Je m'en fiche de comment vous appelez ça ». D'accord. Interrogé lors d'une conférence de presse en octobre sur les raisons pour lesquelles il ne demandait pas simplement au Congrès une déclaration de guerre, Trump a évité la question. Je pense que nous allons simplement tuer des gens qui font entrer de la drogue dans notre pays, d'accord? Oui, il y a plusieurs témoignages vénézuéliens et colombiens. Oui, il y a plein de témoignages qui montrent qu'en fait, c'est surtout des bateaux de pêche qu'ils abattent, quoi. J'ai demandé à Wiles, que répondez-vous à ceux qui demandent « Personne dans cette administration n'a de cœur ». Wiles n'a pas mâché ses mots. Le président est favorable à des peines sévères pour les trafiquants de drogue, comme il l'a répété à maintes reprises. Ce ne sont pas des bateaux de pêche, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Ces bateaux, a-t-elle affirmé, transporter de la drogue. Les éliminer permet de sauver des vies. Le président parle de 25 000, j'ignore le chiffre exact. Mais pour lui, il s'agit de vies sauvées et non de vies perdues. Donc elle est vraiment en mode, tuer des gens, c'est sauver des vies. Bon bref, George Orwell, tout ça. C'est marrant parce que après avoir contredit la position officielle du gouvernement de dire le fait d'abattre ces bateaux, c'est pour faire capituler Maduro, elle redit non, mais vraiment, c'est pour sauver des vies en fait. Non, en fait, elle se contredit elle-même dans ce même paragraphe où il y a une version qui est on fait la pression sur le régime en bombardant des bateaux et l'autre version qui est ils ont de la drogue et on lutte honnêtement et efficacement contre la drogue. Au moment de la publication de cet article, au moins 87 personnes avaient été tuées lors des frappes américaines contre des bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique Est. Le Washington Post a rapporté que Exeth avait ordonné à l'armée américaine de tuer tout le monde lors d'une frappe contre un bateau. Une seconde frappe a suivi, tuant 2 survivants. Un possible crime de guerre. Donc, en gros, ils ont fait une frappe. Donc, le ministre de la guerre, il a dit butez-les tous. Le bateau a été frappé une première fois. Normalement, si tu transportes de la drogue, la cargaison, elle est perdue, surtout sur un petit bateau comme ça. Et il a ordonné une seconde frappe pour être sûr que tout le monde était mort, quoi. Exeth a affirmé qu'un amiral était responsable de cette seconde frappe. C'est pas moi. J'ai dit tuer tout le monde, mais c'est pas moi, c'est un amiral qui a appuyé sur le bouton. Donc ça va. Les démocrates du Congrès et même certains républicains ont évoqué la possibilité d'organiser des auditions pour enquêter sur l'affaire. Le trafic de drogue, ai-je fait remarquer à Wiles, n'est pas un crime passible de la peine de mort, même si le président le souhaiterait. Non, ce n'est pas le cas, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que c'est une guerre contre la drogue. Elle est différente de toutes celles que nous avons connues, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. De toute évidence, il s'agit d'une guerre déclarée uniquement par le président et sans aucune approbation du Congrès, ai-je déclaré. Nous n'avons pas encore besoin de l'approbation du Congrès. Nous sommes absolument certains de savoir qui nous ciblons, m'avait-elle confié lors d'un déjeuner en novembre. L'un des aspects les plus méconnus du gouvernement américain concerne les talents de la CIA. Non, c'est l'un des aspects les plus connus. Genre c'est la... Alors, je sais pas, peut-être aux États-Unis, j'en sais rien, mais partout dans le monde, tout le monde connaît la CIA. Tout le monde a souffert de la CIA. Tout le monde, c'est pas méconnu dans le reste du monde, les talents de la CIA. C'est la blague numéro 1. Et il se pourrait qu'ils aient intérêt à pénétrer dans les eaux territoriales, ce que nous sommes autorisés à faire car ils longent les côtes pour éviter d'être repérés. Mais Wells a reconnu que toute attaque sur le territoire vénézuélien obligerait Trump à obtenir l'approbation du Congrès. S'il autorisait une opération terrestre, ce serait la guerre et nous aurions besoin du Congrès. Mais Marco et JT, dans une certaine mesure, sont au Capitole tous les jours pour faire le point. Donc là, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'en ce moment, là, ils sont en mode est-ce qu'on envahit ou pas? Si on continue de bombarder de loin et qu'on se concentre uniquement sur les eaux internationales, donc si on se contente simplement de commettre des crimes internationaux dans les eaux internationales et des crimes de guerre dans les eaux internationales, on n'a pas besoin de l'approbation du Congrès, donc on risque pas que les gens nous disent non, vous allez pas... voilà. Sauf que si on commence à attaquer directement le Venezuela sur son territoire, là on va avoir besoin d'un vote du Congrès et on sait que l'opinion est contre nous. Et donc là ils sont un peu dans le truc de bon, est-ce qu'on envahit, est-ce qu'on n'envahit pas? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de demander leur avis au Congrès? Globalement c'est ça. En octobre, j'ai demandé à Marco Rubio sur quelle base légale l'administration s'appuyait pour mener ces frappes létales. De toute évidence, il s'agit d'une opération du ministère de la Défense, a-t-il répondu.
Je ne la désapprouve donc en aucun cas. Je l'approuve pleinement. Je pense que nous sommes sur des bases très solides, mais je ne souhaite pas donner de réponse juridique au nom de la Maison-Blanche ou du ministère de la Guerre. Le secrétaire d'État était catégorique quant aux cibles des frappes américaines. Ce ne sont pas des prétendus trafiquants de drogue, ce sont des trafiquants de drogue. Où sont les vidéos YouTube de la famille qui dit mon pauvre fils pêcheur innocent a été tué? Elles sont partout, les vidéos YouTube de la famille qui dit mon pauvre fils pêcheur innocent a été tué. Elles sont littéralement accessibles partout. Sauf que pour vous, c'est de la propagande et c'est des mensonges du Venezuela et de la Colombie. Mais elles sont partout, les vidéos. Et il y a des articles entiers là-dessus. En tout cas, intéressant cette partie sur le Venezuela, notamment la dinguerie sortie par Suzy Wiles. Oh putain, les photos, elles sont incroyables. La bibliothèque du bureau de Wiles présente une réplique du trophée de la FIFA et des images de la méchante sorcière assez explicites. Et une imagerie, oh, ok, d'accord, une imagerie, les chaussures rouges. Non, c'est parce que c'est la Wicked Witch, c'est la référence au magicien d'Oz, et donc c'est une référence au fait que c'est elle la sorcière du magicien d'Oz. Voilà, c'est en mode genre les chaussures rouges qui sont une ref au magicien d'Oz que recherche la méchante sorcière de l'Ouest, etc. Et du coup voilà. Ah oui, le trophée de la FIFA il est en bas à gauche. Oui, je l'avais pas vu en effet, il est là. Un garde qui tient la photo du garde, elle est incroyable. Elle est folle cette photo du garde. T'as vraiment ce truc de le grand écart. Pauvre le grand écart entre le devoir et les ordres. Enfin, entre le devoir et la morale, plutôt. La morale, elle est là, dans le blanc. Le devoir, il est dans le caca, là, le marron, là. Pauvre le grand écart entre le devoir et la morale. Magnifique. Non, mais ouais, franchement, encore une fois, hein, je vous dis, le contenu de l'article, il y a quelques dingueries, mais le reste, on n'apprend pas grand-chose. Mais par contre, les photos, pour moi, c'est vraiment le point d'orgue de tout ça, quoi. Février 2025. Donc on revient au jour 40. J'ai demandé à Wiles ce qu'elle pensait de l'affinité du président pour le président russe Vladimir Poutine, qui semble exercer une véritable fascination sur Trump depuis sa première candidature à la présidence. En 2018, les deux dirigeants se sont rencontrés en Finlande, où Trump semblait prendre le parti de Poutine lorsqu'on lui a demandé s'il le croyait au sujet de la non-ingérence de Moscou dans l'élection de 2016. Donc vous savez, c'était l'affaire de est-ce que Poutine a fait une ingérence dans l'élection de 2016, qui est donc l'élection qui a amené Trump au pouvoir. Donc c'est le fameux Russiagate, ou est-ce que genre Poutine a amené Trump au pouvoir, etc. Qui était à moitié une façon pour les démocrates de justifier qu'ils avaient perdu, et à moitié une réalité sur les campagnes de déstabilisation menées par la Russie et qui se basent aussi beaucoup sur la radicalisation des discours électoraux, notamment. Voilà. Mais qu'en réalité, Russiagate, ok, mais c'était surtout le scandale Cambridge Analytica qui gêne un petit peu plus les démocrates, et que c'était plus facile de tout concentrer sur le scandale autour de la Russie que sur le scandale Cambridge Analytica qui arrangeait moins les démocrates. En observant la scène de loin à Helsinki, se souvient-elle, j'ai eu l'impression qu'il y avait une véritable amitié, ou du moins une admiration. Mais lors de nos échanges téléphoniques avec Poutine, l'ambiance a été très contrastée. Certains étaient amicaux, d'autres moins. Donc voilà, elle est en mode oui, parfois ils sont amis, parfois ils sont moins amis, quoi. Au final, ça fait une masterclass parce qu'avec son off, elle propose un narratif actualisé à la magasphère qui était déroutée. Oui, en vrai, oui. Vance, Rubio, Steve Witkoff, employé spécial de Trump, et Jared Kushner, gendre et conseiller informel du président, pilotent la politique étrangère de Trump depuis le départ de Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, nommé ambassadeur aux Nations Unies après le scandale du Signalgate. Donc vous savez, c'est le truc, voilà, encore une fois, la conversation Signal, là dont j'avais parlé. Je ne suis pas horrifié, a déclaré Wiles à propos de la fameuse conversation non sécurisée concernant les plans d'attaque américains contre les Houthis, à laquelle Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, a été admis par erreur. Elle a ajouté avec une pointe d'ironie: il nous incombe de veiller à la confidentialité de ces conversations relatives à la sécurité nationale. Dans ce cas précis, Jeff Goldberg s'en est chargé. Donc elle dit, bon, de toute façon, c'est la faute du journaliste. Si le journaliste n'avait pas bavé, ce serait resté confidentiel, quoi. Wiles a déclaré avoir pressenti des tensions avant même la fameuse altercation entre Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale en février dernier, lorsque le président et Vance ont vertement critiqué le dirigeant ukrainien devant les caméras du monde entier. C'est le moment où ils l'ont humilié en mode tu devrais nous remercier, tu devrais avoir un petit peu de gratitude envers nous, dis merci, lèche nos bottes, quoi. Si c'était à refaire, a-t-elle affirmé, je n'aurais pas mis de caméra, car je savais que ça allait mal finir. Ce qui est intéressant, c'est en mode on a bien fait de l'humilier, mais it's not a good look. Voilà, on n'aurait peut-être pas dû le faire publiquement, mais on retire rien de ce qu'on a dit, quoi. Ce qui est intéressant de la façon un peu de rétro-pédaler sur ça, sans céder un seul pouce de terrain sur le fond, quoi. Et ce qui est un petit peu tout le numéro d'équilibriste qu'elle fait dans ses interviews. Selon Wiles, ce spectacle déplorable était l'aboutissement d'un comportement déplacé en coulisses de la part de Zelensky et de son entourage. Tout a commencé lorsque Zelensky n'a pas honoré son rendez-vous avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, lors de sa visite à Kiev pour conclure un accord sur les droits miniers. Et la situation a rapidement dégénéré. L'atmosphère était tendue de tous côtés. Je ne dirais pas que JD a craqué, car il est trop maître de l'eau, bien sûr. JD Vance est beaucoup trop maître de lui-même pour craquer. Mais je pense qu'il en avait simplement assez. Donc il n'a pas craqué, mais il en avait marre. Donc il a un peu craqué quand même. La relation entre Trump et Poutine a connu des hauts et des bas. À l'approche du sommet d'août avec Poutine en Alaska, Trump avait publiquement plaidé pour un cessez-le-feu en Ukraine. Il semblait enfin adopter une position ferme face à Poutine. Mais en réalité, Trump a renoncé à un cessez-le-feu avant même le début de la réunion d'Anchorage. L'équipe de Trump était divisée quant à savoir si l'objectif de Poutine était autre chose qu'une mainmise totale de la Russie sur l'Ukraine. Les experts pensent que s'il obtenait le reste de Donetsk, il serait satisfait, m'a confié Wiles en août. Mais en privé, Trump n'y croyait pas.
il ne pensait pas que Poutine souhaitait la paix. Donald Trump pense qu'il veut tout le pays. Et ça aussi un truc intéressant. Parce que le discours public de Trump, c'est de dire que non, Poutine veut la paix, il va se satisfaire de Donetsk, ne vous inquiétez pas, il va s'arrêter là. Et c'est vraiment tout ce qui justifie le fait que Trump essaye d'obtenir des concessions, une reddition quasiment sans condition de l'Ukraine sur le conflit avec la Russie. Et du coup, là, autre dinguerie, autre bombe qu'elle balance, tu vois, en mode non, mais Trump, il sait que la Russie avait envahir toute l'Ukraine. Bien sûr qu'il vous ment. En octobre, j'ai demandé à Rubio si c'était vrai. Il y a des propositions sur la table actuellement pour mettre un terme à cette guerre sur ces lignes de front actuelles, d'accord ? A-t-il répondu. Ce qui inclut des portions importantes du territoire ukrainien, notamment la Crimée qu'il contrôle depuis 2014. Et les Russes continuent de refuser. Alors, on se demande à se demander si ce type veut pas tout le pays, voilà. Dans le bureau de Wiles se trouve une photo de Trump et Poutine côte à côte, signée par Trump à Suzy. Tu es la meilleure, Donald. J'ai interrogé Wiles sur la remarquable conversion à 180 degrés du secrétaire d'État et du vice-président, passé de farouches critiques de Trump à de hauts acolytes et successeurs désignés. Donc J.D. Vance, qui de base était en mode Trump c'est le Hitler de l'Amérique, et maintenant qui est devenu son proche chien-chien. Trump a évoqué la possibilité d'un ticket présidentiel républicain Vance-Rubio en 2028. La transformation de Marco Rubio était idéologique et de principe, a-t-elle déclaré. Marco n'était pas du genre à renier ses principes, c'est tout simplement impossible. On devait donc en arriver là. En revanche, a-t-elle suggéré, Vance avait d'autres motivations. Sa conversion a eu lieu lorsqu'il se présentait au Sénat. Et je pense que sa conversion était un peu plus d'ordre politique. Donc elle est en mode, en gros, J.D. Vance, c'est un opportuniste complotiste, et Marco Rubio, c'était déjà un fasciste en vrai de vrai. Intéressant. Lors d'une autre visite à la Maison-Blanche le 13 novembre, lorsque j'ai interrogé Vance sur sa conversion à la loyauté envers Trump, il a déclaré « J'ai réalisé que je l'appréciais, que je trouvais qu'il faisait beaucoup de bonnes choses, et je pensais qu'il était fondamentalement la bonne personne pour sauver le pays. Non, j'y crois vraiment. » Donc la question c'est en gros, bon, est-ce que va y avoir drama entre Rubio et J.D. Vance? Parce que du coup les deux sont un petit peu présentés comme les continuateurs de Trump. Marco Rubio, il mène sa politique au niveau international, J.D. Vance est son vice-président, et du coup t'as un peu un truc de bon, vu que J.D. Vance, il s'est Trumpisé avant tout pour avoir un petit poste, etc. Bah du coup c'est la question de bon, est-ce que va y avoir une guerre interne, et de quelle ampleur va être la guerre interne quand Trump sera mort, ou quand Trump ne pourra plus se présenter. Donc Rubio va-t-il défier Vance pour sa première place sur le ticket présidentiel républicain de 2028? Sa réponse: si J.D. Vance se présente à la présidence, il sera notre candidat, et je serai parmi les premiers à le soutenir. Wells est connu pour sa politique de porte ouverte. Trump arrive parfois à l'improviste. Apparemment, il ne l'a jamais fait sous la première administration. Pendant le déjeuner, personne ne nous a interrompus, et Wells n'a consulté son téléphone qu'une seule fois. Elle profitait d'un rare moment de détente. Ils ne savent pas ce que je fais, a-t-elle dit en désignant le bureau ovale avant d'éclater de rire. On retombe sur la théorie Mastermind, où elle est en mode ils sont en rendez-vous dans le bureau ovale, mais ils ne savent pas que je suis en train de balancer tous leurs secrets. Bon, après, elle balance pas tant de secrets que ça en vrai de vrai. Hein. Elle réaffirme surtout la ligne. Au bout d'une heure, alors que je me levais pour partir, je lui ai raconté comment Rahm Emanuel, le conseiller principal de Barack Obama, se plaignait souvent aux visiteurs du caractère ingrat de son travail. Ça, c'est agréable, disait-il en montrant la cheminée. Et ça aussi, en désignant la terrasse. Et tout le reste, c'est nul. Wells a répondu: je ne partage pas du tout cet avis. À la gauche de la cheminée se trouvait un écran vidéo indépendant, une retransmission en direct des publications de Trump sur Truth Social. C'est vrai que t'imagines, t'es secrétaire de la Maison Blanche, tu dois toujours avoir un œil sur les tweets de Trump en mode oh putain, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va raconter encore, lui? La durée moyenne du mandat d'un chef de cabinet à la Maison-Blanche est d'1 an et demi. Andrew Card de George W. Bush détient le record avec 5 ans et 3 mois. Wiles pourrait bien surpasser John Kelly, le chef de cabinet de Trump, resté le plus longtemps en poste jusqu'à présent, avec 17 mois. Bon là, c'est de la popole en vrai. Hein. Là, c'est un peu de la popole en mode bon... En décembre, interrogé sur le fait que Trump s'endorme lors des réunions de cabinet. Oui, parce que ça, c'est le truc récent. Là, on voit Trump qui s'endort pendant les réunions de cabinet. Du coup, il y a beaucoup de comparaisons avec Joe Biden en mode ah bah tiens, il appelle Joe Biden Sleepy Joe, mais lui aussi, il est tout aussi sleepy, quoi. Wells a déclaré: il ne dort pas, il a les yeux fermés et la tête penchée en arrière. Et vous savez, il va bien. Pas du tout suspect, ça, madame. Non, il va bien. Hein. Il a juste les yeux fermés, la tête en arrière, mais il ne dort pas. Il va très bien. Le président va très bien. Que dire des attaques verbales de plus en plus fréquentes de Trump contre les femmes, lorsqu'en novembre, il a lancé un tais-toi, truie à une journaliste de Bloomberg. Quiet Peggy. Oui, c'est vraiment cochonne, quoi. Tais-toi, cochonne. C'est un contre-attaquant. Et de plus, dans notre société, ce sont les femmes qui portent les coups. Donc elle est vraiment en mode non, il a raison. C'est vraiment, les femmes sont violentes, il a raison de contre-attaquer face à la violence des femmes encore. Oui, sous-entendu, c'est elle qui a commencé et lui, il s'est juste défendu, quoi. Wells est-elle vraiment irremplaçable, comme l'a dit Rubio?
Je ne me vante pas, mais je reconnais simplement la réalité de ce président à l'heure actuelle, a-t-elle déclaré. Je ne suis tout simplement pas sûre de qui d'autre pourrait le faire. En août, je lui avais demandé si elle pensait pouvoir rester en poste plus longtemps que ses prédécesseurs de Trump. Tant que j'aurai l'honneur de l'exercer et que j'aurai le sentiment que les choses se déroulent bien, que nous faisons progresser le pays de manière positive, avait-elle répondu. C'est un pas en avant, un pas en arrière. Je le comprends, mais ce sont 2 pas que personne d'autre n'aurait pu faire. Le président va-t-il briguer un 3e mandat, avais-je demandé en novembre. Non, a-t-elle répondu, avant d'ajouter. Mais il s'amuse bien, c'est certain. Wells a déclaré savoir que cela rend les gens fous. Voilà pourquoi il en parle, ai-je dit. Oui, à 100%. Donc en gros, elle est en mode non, mais vous inquiétez pas. Il fait plein de vannes sur le fait qu'il va challenger la Constitution pour se représenter une 3e fois, ce qui est normalement impossible. Et elle est en mode oui, mais c'est pour se foutre de la gueule et c'est pour faire bicher les gens, quoi. Elle sait que ça rend fou les gens. Il sait que les gens, ça les rend fous. Du coup, il adore le dire pour faire écrire les plumitifs, quoi. Diriez-vous catégoriquement que non et que le 22e amendement exclut un 3e mandat? Oui, je le crois. Et je ne suis pas avocate. Mais d'après ce que j'en ai compris, c'est assez clair. Et vous, l'a-t-il dit aussi clairement? Oh, à quelques reprises, oui. Puis elle a poursuivi. Parfois, il se lamente. Tu sais, mince, j'ai l'impression qu'on s'en sort vraiment bien. J'aimerais bien pouvoir me représenter. Et puis il ajoute aussitôt. Pas vraiment. J'aurais fait 2 mandats, j'aurais accompli ma mission. Il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Alors tu sais, ça peut arriver n'importe quand, n'est-ce pas? Mais il sait qu'il ne peut pas se représenter. 2 mois auparavant, elle avait évoqué l'avenir du parti et la nécessité de convertir les électeurs de Trump en électeurs républicains. Donald Trump sera un ancien président, avait-elle déclaré, en se projetant dans l'avenir. Et je serai parti faire ce que je veux ensuite, c'est-à-dire, je l'espère, ne rien faire. Les élections de mi-mandat de 2026 pourraient bien décider du sort de la présidence de Trump. Vance m'a confié espérer minimiser les pertes républicaines en 2026. Pour un président sortant, un bon résultat aux élections de mi-mandat serait de perdre une douzaine de sièges au Congrès et 2 ou 3 au Sénat, a-t-il déclaré. Mais je pense que ce sera mieux. J'ai demandé à Weiss son pronostic. Nous allons gagner les élections de mi-mandat, a-t-elle affirmé d'un ton sec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des endroits où elle lâche des bombes un peu, où elle se dit qu'elle peut se permettre de lâcher les trucs, et sur les trucs qui sont vraiment importants sur l'ordre constitutionnel, sur est-ce qu'il va violer la Constitution pour se présenter une nouvelle fois, est-ce qu'il va gagner les élections ou pas, elle redevient chaîne de garde. Petite analyse des photos, quand même, petite pause, parce qu'il y a quelques photos qu'on n'a pas encore analysées. Oh, t'as la mère Noël. Ah ouais, hein. Donc ça, encore une fois, donc la porte-parole du gouvernement. Alors, est-ce que tu sais pourquoi cette photo est du pur génie? Non. La peinture qui est au-dessus d'elle. Je pense que ce photographe, c'est d'être un expert de l'histoire de l'art, je vois pas ça autrement, quoi. C'est une peinture pareille, impressionniste, etc. C'était une des rares meufs qui a été pionnière du mouvement impressionniste aux États-Unis. Tout le monde l'a oublié parce que c'était une meuf. Et elle représente des fleurs qui sont connues pour faner très très vite. Parce que le message est très très clair au sujet de Caroline Leavitt. Oh là là, bref. Bref, globalement, cette meuf, tout le monde l'a oublié. Et ce que je trouve vachement bien aussi avec le contenu, c'est vraiment le côté, ouais, les bûches, t'as le côté Mère Noël, et aussi juste le décor, avec le drapeau américain, le plaid drapeau américain sur le truc, enfin, t'as vraiment tout le truc vraiment de mauvais goût, quoi. Et autre photo, la deuxième photo, c'était, donc lui, je crois que c'est Marco Rubio. Je pense qu'il était dans un truc d'avoir l'air un peu badass. Mais surtout, il tourne le dos à un crocodile qui se prépare à lui bouffer le cul, là. Moi, j'adore parce que il s'est dit, vas-y, je vais faire une photo, l'air inspiré, je regarde en direction de l'extérieur, je regarde l'horizon, etc. Et le Trop photographe, il grave s'est dit, comment oh il les tiens, a oh le petit comment il crocodile. les a ridiculisés, c'est trop grave. Hein. Oh là 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 là. Quelques semaines après son entrée en fonction, Trump fit le point. Comment se fait-il que vous réussissiez si bien? Demanda-t-il à Wiles. Monsieur, répondit Wiles, n'oubliez pas que je suis votre chef de cabinet, pas votre supérieur. Elle paraphrasait l'une des maximes favorites de James Baker. Mais pour mettre en œuvre le programme du président, il est indispensable de lui dire la vérité. C'est d'autant plus important que le président est entouré de courtisans qui suivent presque aveuglément les mêmes consignes. Un chef efficace évite au président les pièges. Un chef incompétent, en esquivant les conversations difficiles, le laisse s'engager sur une voie périlleuse. 4 ans après le début de la présidence de Reagan, Baker, qui maîtrisait son rôle, fut remplacé à la tête de la Maison-Blanche par le secrétaire au Trésor, Donald Reagan, qui lui ne le maîtrisait pas. Peu après, un projet malheureux de vente d'armes à l'Iran contre des otages vit le jour. Ah, c'est ça leur truc? Ah, c'est le truc de vente d'armes en Iran pour financer la guérilla. Oh, mais c'était juste la faute de Donald Reagan qui n'a pas su maîtriser. Parce qu'en fait, encore une fois, ce que je disais dans cet article de Vanity Fair, on trouve aussi quand même tout ce fantasme de la part du journaliste, du décorum et des contre-pouvoirs à l'intérieur. Donc un chef de cabinet, c'est celui qui arrive à empêcher le président et l'empêcher de faire des scandales. Donc on retrouve quand même ce truc. On voit que... Et je trouve que c'est intéressant que tous les démocrates sont en train de se réjouir de cet article. C'est parce que c'est aussi un article qui flatte la façon dont les démocrates se projettent aussi dans un retour aux bonnes affaires et au business as usual, tu vois.
Richard Nixon réagit de manière excessive à la fuite des Pentagon Papers en autorisant la création d'une cellule d'enquête spéciale à la Maison-Blanche surnommée les plombiers. Il en résulta le scandale du Watergate. Bill Daley, ancien chef de cabinet d'Obama, estime que Trump et son équipe pourraient être victimes d'abus de pouvoir. L'assassinat de Charlie Kirk leur offre sans aucun doute l'occasion de mettre la gauche sur la défensive, m'a-t-il confié. Ils se croient en position de force et peuvent faire tout ce qu'il leur plaît, a ajouté Daley. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'ils commettent des erreurs. Ils vont trop loin. Donc là, ils sont en mode oula, avec le truc de Charlie Kirk, est-ce que ils vont aller beaucoup trop loin et devenir complètement chien fou, ou est-ce que justement cette fameuse Suzy Wiles va réussir à resserrer la bride de Trump et l'empêcher d'aller trop loin dans sa répression de l'opposition. Fin septembre, dans un message adressé à Pam, Pam Bondi, donc la procureure générale, Trump a écrit, apparemment par inadvertance sur Truth Social, qu'il avait vu des publications en ligne disant « C'est toujours la même histoire, que des paroles, aucune action, on ne fait rien, et commis, Adam le fourbe, Chiffre, Laetitia, ils sont tous responsables comme pas d'eux, mais rien ne sera fait. » Il lui a dit « On peut plus tergiverser, ça nuit à notre réputation et à notre crédibilité. » Je comprends pas. 5 jours plus tard, un grand jury fédéral a inculpé James Comey, l'ancien directeur du FBI, pour faux témoignage et obstruction à une enquête du Congrès. Donc en gros, en ce moment, t'as l'ancien chef du FBI et d'autres gens, etc., qui sont face à des poursuites en justice, et il est en mode, il envoie du coup à la procureure générale en mode faut taper un grand coup, faut les foutre en prison, faut montrer qu'on est fort, quoi. Donc 5 jours plus tard, un grand jury fédéral a inculpé James Comey, l'ancien directeur du FBI, pour faux témoignage et obstruction à une enquête du Congrès. Puis le 9 octobre 2025, un grand jury de Virginie a inculpé Laetitia James, la procureure générale de New York, pour fraude bancaire et fausses déclarations en établissement financier. Le grand jury, c'est une inculpation, donc ils ont juste convaincu des gens que potentiellement il y a un truc. Oui, globalement, là, c'est vraiment, ils sont en train de partir tous azimuts contre des anciens hauts responsables, le fameux Deep State, quoi. Genre, ils sont dans une purge systématique de l'administration et des contre-pouvoirs politiques. À la base, des trucs d'État profond, c'est pas un complot antisémite. Bah, en fait, c'est pas parce que y a des antisémites qui utilisent le concept qu'il y a pas un deep state, quoi. Et oui, t'as tout un dog whistle antisémite sur le deep state, qui est une congrégation de juifs pédosatanistes, pédophiles, quoi. Tout le truc Trumpiste, quoi. En fait, l'idée du deep state, c'est tout ce qu'on apprend à l'école comme les checks and balances, donc tous les contre-pouvoirs qu'il y a dans l'administration. Donc en fait, c'est ce que eux ils appellent la bureaucratie, par exemple. Et en fait, du coup, le fait de l'appeler le deep state, donc l'état profond, ça sous-entend qu'en fait, c'est eux qui ont véritablement le pouvoir et que les gens qui sont élus ne sont que des marionnettes qui sont manipulées par eux. Donc évidemment, vous remplacez ça vite, rapidement, par toutes les théories du complot antisémite que vous imaginez, quoi. Il y a un truc qui est pas faux, mais c'est que globalement, la classe politique américaine, c'est plein de corrompus qui font partie des mêmes dynasties et qui globalement arrivent au pouvoir les uns après les autres, mais opèrent à peu près la même politique impérialiste. Donc en vrai de vrai, il y a un peu du vrai là-dedans, mais le concept de deep state, c'est vraiment sa version complotiste, quoi. En mars dernier, le 56e jour de la présidence de Trump, j'avais demandé à Wiles, vous arrive-t-il d'aller voir Trump et de lui dire, écoutez, il ne s'agit pas d'une tournée de représailles? Oui, c'est exact, avait-elle répondu. Nous avons un accord informel selon lequel le règlement de compte prendra fin avant la fin des 90 premiers jours. Donc là, il est vraiment en mode, non, mais vous inquiétez pas, il y a que pour on a un accord informel, comme quoi le règlement de compte, c'est-à-dire le fait de poursuivre sans relâche tous nos opposants politiques, ça durera que les 90 premiers jours. Et du coup, fin août, après les 90 premiers jours, j'ai demandé à Wiles, vous souvenez-vous quand vous m'avez dit, il y a des mois, que Trump avait promis de mettre fin à sa tournée de vengeance et de représailles après 10 jours? Et elle répond donc, je ne pense pas qu'il soit en quête de vengeance, a-t-elle déclaré. Son principe directeur est, je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à quelqu'un d'autre. Par conséquent, les personnes qui ont commis des actes répréhensibles doivent quitter le gouvernement. Dans certains cas, cela peut ressembler à une vengeance. Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans, de temps à autre. Qui pourrait le blâmer? Certainement pas moi. Donc elle est en mode, c'est pas de la vengeance, mais il y a peut-être un peu de vengeance, et il a raison. Ok. Wells a déclaré à propos de Trump, je ne pense pas qu'il se lève le matin en pensant à se venger, mais s'il en a l'occasion, il le saisira. Donc il se venge. Donc voilà. Et voilà, au final, c'est le même constat, quoi. Mais elle admet un peu à demi-mot quand même. Là où, sur est-ce que Trump va se représenter, elle est en mode mais non, c'est pour faire parler les bavards, évidemment qu'il ne le croit pas. Là, elle est en mode oui, peut-être qu'il y a un peu de vengeance, ouais, why not, si vous voulez. Le 24 novembre, un juge fédéral a rejeté les accusations portées contre Comey et James, estimant que la procureuse Lindsay Halligan avait été nommée illégalement. Pam Bondi a promis de faire appel des décisions. Dans l'affaire Comey, la prescription pourrait l'en empêcher. Malgré cela, la campagne de représailles de Trump s'est poursuivie. Parce que oui, là, en ce moment, encore une fois, c'est vraiment Trump, il met en place toute une politique de lawfare contre des anciens hauts gradés, des anciens responsables de la branche judiciaire, etc., etc. Il y a un compte son camp toutes les 2 secondes, c'est fou. Ah ouais, c'est une dinguerie, hein. En mars, Weiss m'a confié à avoir des conversations difficiles avec Trump tous les jours. Il s'agit de broutilles, rien de grave, a-t-elle précisé. J'entends des récits de mes prédécesseurs sur ces moments décisifs où il faut aller voir le président et lui dire que ses projets sont anticonstitutionnels ou risquent de coûter des vies. Je n'ai pas à vivre ça. Pourquoi? Parce que tu es d'accord avec lui? Ah, Donc ça veut dire que ces projets anticonstitutionnels et qui risquent de coûter des vies, t'es d'accord, et du coup tu ne le confrontes pas par rapport à ça. Ok, intéressant.
Wiles déclare que Trump savait parfaitement ce qu'il voulait faire, n'ayant pas été en poste pendant 4 ans et ayant eu le temps d'y réfléchir. Et par conséquent, elle peut choisir ses combats. Non, je ne suis pas une complice, je ne suis pas une garce non plus. J'essaye de bien réfléchir à ce que je fais. Seul le temps dira si j'ai été efficace. Donc elle est en mode, bon, il y a des sujets, je vais même pas dessus, ça sert à rien. Et d'autres, vas-y, on s'engueule un peu là-dessus, mais c'est des broutilles, comme elle dit, quoi. À l'approche des élections de mi-mandat de 2026, l'enjeu est crucial pour Trump et sa chef de cabinet. Son second mandat a été plus déterminant que le premier. Il pourrait quitter ses fonctions en tant que président visionnaire, ayant scellé la frontière sud, fait adopter d'importantes réductions d'impôts, ramener la paix à Gaza et remodeler le parti républicain à son image. Ou bien il pourrait se livrer à des vengeances inconsidérées, bafouer les principes démocratiques et se retrouver dans le collimateur d'enquête mené par les démocrates. Dans tous les cas, Wiles pourrait bien être le dernier rempart entre le président et le désastre. Comme l'a dit un ancien dirigeant républicain, elle pourrait avoir plus d'influence que n'importe lequel d'entre nous. Je pense que ce qu'il voulait dire par là, et je dis à Wiles, c'est que nous n'avons jamais eu de président qui gouverne autant par caprice et qui dépend autant d'une seule personne, vous. Oh mon Dieu, dit Wiles, Trump ne dépend de personne. Oui, oui, oui. Oui. Et donc voilà qui conclut le fameux article qui fait trembler l'administration Trump. En vrai, c'est franchement, je sais pas si on est des gauchistes. Peut-être qu'on est des gauchistes. Il n'y a pas grand-chose en vrai de vrai. En vrai, il y a des moments où elle contredit frontalement la propagande de sa propre administration. Donc c'est vraiment des moments où les mots lui échappent et elle fait des immenses contre son camp. Et en vrai, elle en fait assez régulièrement. Et on voit qu'elle dit un petit peu entre les lignes. Enfin, comment dire, elle confirme un peu entre les lignes tout en essayant de défendre Trump et son gouvernement, etc. etc. Ce qui me choque le plus, genre sur le Venezuela, elle a dit un truc quand même de fou, quoi. Alors c'est vraiment, elle a dit oui, non, mais c'est très bien que le but c'est pas de mettre fin au trafic de drogue, le but c'est de dégager Maduro du pouvoir, quoi. Merci, on le savait, mais au moins c'est clair, quoi. Et il y en a d'autres où, bon, les parties un petit peu popol, où tu vois l'éthos de Vanity Fair qui ressort un petit peu de, on aimerait bien quand même que cette chef de cabinet soit notre espoir pour restreindre Trump dans ses ardeurs. Et on voit que c'est leur angoisse numéro 1 finalement aux démocrates. Eux, ils cherchent les républicains respectables qu'ils ont perdus. C'est ça. Ils cherchent l'adulte dans la pièce. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un tel focus sur elle. C'est qu'ils espéraient trouver en elle l'adulte dans la pièce. Ils se rendent compte que c'est pas une idéologue MAGA, mais c'est pas non plus une républicaine C'est pas une modérée. alternative. C'est ça. Qu'en fait, c'est véritablement, comme c'était écrit au début de l'article, c'est une facilitatrice. Comme elle se décrit elle-même, c'est une facilitatrice de Trump. C'est pas une meuf qui va le pousser, c'est pas une meuf qui va le retenir. Donc, et je pense que c'est pour ça que les démocrates en font autant sur cet article, alors que genre, la vraie bombe, c'est les photos, quoi. Pour moi, c'est le vrai truc. Putain, mais le crocodile dirigé vers les fesses de ce mec-là, quoi. Donc voilà. Il dirigeait vers les fesses. Oui, c'est tellement ça. C'est vraiment ça. Exceptionnelle la vidéo. Incroyable. Il y en avait une autre que je voulais trop vous montrer. Genre, elle est incroyable. Genre, il est dans une C'est imitation vraiment les parfaite. bozos. Hein. Ah ouais, mais qui regarde ses pieds de façon un peu piteuse. T'as une porte ouverte un peu. Et genre, il imite. En plus, c'est la même posture que Trump souvent quand il est un peu cacochime. Et genre, tu vois vraiment genre la solitude. Et ça qui est un truc qui ressort de toutes ces photos, c'est qu'avec le cadrage, c'est vraiment des gens seuls Oui, ils les et isolent isolés. beaucoup. Ouais. Dans un décorum en même temps hyper cérémonial avec toujours quand même un peu fake. Ouais. Un peu Genre, liminal space c'est aussi, un très... peu. Ouais, c'est très 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 fort. Hein. Franchement, très intéressant. Et en tout cas, c'est un bon récap aussi de la première année de Trump au pouvoir, au final. C'est vrai qu'au travers de sa chef de cabinet, t'as un bon récap parce que beaucoup de trucs, j'ai renvoyé à « Ah ben tiens, ça on en a parlé, j'ai fait un best-of, lol ». Mais aussi parce que ça revient sur quand même toutes les dingueries qui sont arrivées en un an de Trump. Et c'est une folie, quoi. Et les aspects dont on parle un petit peu moins en France et qui sont tout aussi intéressants, de l'offert aussi de poursuivre l'ancien directeur du FBI, l'ancienne procureure générale de New York. C'était celle qui avait poursuivi Trump pour ses différentes affaires de corruption, etc. hein. Donc Trump se venge directement sur elle en la poursuivant. Et donc tu as tous ces trucs-là où on est peut-être moins au courant de ça depuis la France parce que c'est moins important pour nous. Mais c'est aussi des trucs, genre il fait vraiment une purge de tous les gens qui ont essayé de le poursuivre entre ces deux mandats. Du coup, conclusion, bozo ou mastermind? Un peu les des deux. deux. Hein. Franchement, c'est les deux. Hein. Ouais, bah oui. Il y a beaucoup de trucs dont on ne saura pas le fin mot avant la déclassification de beaucoup de trucs. Enfin, si tant est qu'il y ait des trucs classifiés, si tant est qu'ils ne fassent pas tout sur Signal et sur des trucs qui échapperont toujours à l'archivage. Il y a un peu un côté mastermind, parce que ça reste quand même des gens qui savent ce qu'ils font, ça reste des politiciens quand même chevronnés, mais il y a aussi un truc profondément bozo, quoi. En fait, pour moi, c'est le nazisme quantique de Christian Ingrao. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.